L'Assemblée nationale discute ce vendredi des questions d'opinion divergentes sur le projet de loi sur la prévention, la lutte contre les incendies et le sauvetage. La décision de l'UE de reporter la mise en œuvre de la réglementation anti-déforestation offre une nouvelle opportunité au secteur de caoutchouc et du bois. Découvrons en fin d'édition les sculptures peu ordinaires combinant harmonieusement tradition et modernité d'un jeune artiste de Hoi An. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Poursuivant sa 8e session, ce vendredi 1er novembre, l'Assemblée nationale a discuté des questions d'opinion divergentes sur le projet de loi sur la prévention, la lutte contre les incendies et le sauvetage, après avoir écouté un rapport sur l'explication, l'acquisition et la révision du projet de loi. Les députés de l'Assemblée nationale ont apprécié que l'organisme de rédaction ait soigneusement intégré tous les commentaires et proposé plusieurs éléments pour améliorer le projet de loi. Sur la base des commentaires des législateurs, le comité permanent de l'Assemblée nationale a demandé au comité de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale de collaborer avec le ministère de la Sécurité publique et les agences concernées pour étudier, incorporer et réviser le projet de loi et préparer un projet de rapport sur l'explication, l'acquisition et la révision. L'après-midi, les législateurs entendront une proposition et un rapport de vérification sur la politique d'investissement du programme national cible de développement culturel pour la période 2025-2035 et débattront de ce sujet dans l'hémicycle. Dans le cadre de sa visite officielle au Qatar, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu le 31 octobre à Doha des rencontres avec les dirigeants qataris. Leurs discussions ont visé à renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Lors de sa rencontre avec le ministre des Communications et des Technologies de l'Information du Qatar, Mohamed bin Ali bin Mohamed Al Manai, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souhaité que les deux parties déploient des projets de coopération spécifiques, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de la construction de centres de données nationaux et spécialisés. Il a demandé au Qatar d'accorder des prêts préférentiels, un transfert de technologie et une formation des ressources humaines au Vietnam dans ce domaine. Le responsable qatari a quant à lui souhaité que le Vietnam ouvre un centre d'entreprise technologique au Qatar pour sortir des produits et fournir des services non seulement au Qatar, mais à l'ensemble de la région. Le ministre a également déclaré que le Qatar créerait un groupe de travail pour établir des liens et promouvoir la coopération avec le Vietnam dans ce domaine. Le même jour, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu Saad bin Sherida Al-Kaabi, ministre d'État aux Affaires énergétiques et PDG de Qatar Energy, la société pétrolière et gazière nationale du Qatar. L'un des principaux producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié. Phạm Minh Chính a déclaré que la coopération énergétique était un domaine important de coopération entre le Qatar et le Vietnam. Il a demandé au ministre d'État d'ordonner à Qatar Energy d'augmenter ses investissements et de promouvoir la coopération pétrolière, gazière et énergétique avec des partenaires vietnamiens. Pour sa part, Saad bin Sherida Al-Kaabi a exprimé son soutien à la négociation et à la signature de documents de coopération avec la partie vietnamienne dans les domaines de l'énergie et du gaz et a proposé de négocier un accord sur la production et la fourniture d'engrais à base d'urée, un produit transformé à partir du pétrole et du gaz. Ce vendredi matin, le Premier ministre Phạm Minh Chính a achevé avec succès sa tournée dans le Golfe pour une visite du parc industriel Ras Laffan au Qatar. Le chef du gouvernement a rempli un agenda de 60 activités atteignant tous les objectifs fixés et renforçant les liens d'amitié et de coopération avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar.
Au cours des 6 premiers mois de cette année, 6 groupes de produits ont enregistré un excédent commercial de plus d'1 milliard de dollars. Il s'agit du bois et des produits du bois, des fruits et légumes, du café, du riz, des crevettes et du poisson-chat. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'excédent total des exportations des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche a dépassé les 15 milliards de dollars, soit une hausse de 62% par rapport à la même période de l'année dernière. Les États-Unis et la Chine restent les principaux marchés d'exportation, suivis du Japon. Le Vietnam a également importé de produits agricoles, forestiers et de la pêche pour une valeur de près de 37 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,5%, ce qui indique une forte reprise des activités de production. D'ici la fin de l'année, le secteur agricole s'attend à atteindre un seuil d'exportation de 58 à 60 milliards de dollars. La décision de l'UE de reporter la mise en œuvre de sa réglementation anti-déforestation offre une opportunité favorable au secteur comme le caoutchouc, le café et le bois de stimuler les exportations et de disposer de 12 mois supplémentaires pour se préparer à la conformité. Ce délai est particulièrement bénéfique pour Bình Định, une province classée 4e au niveau national en termes de recettes d'exportation de bois et de produits du bois. Cette entreprise a obtenu des commandes du marché européen jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine. Cependant, son plus grand défi est de gérer les commandes une fois que la période de mise en œuvre différée de la réglementation anti-déforestation expirera. Plus de 50% des entreprises de la province de Bình Định exportent vers l'Europe. Cependant, ces derniers mois, alors qu'il y a encore des commandes d'exportation pour décembre, les commandes pour janvier, février, mars et avril de l'année prochaine sont confrontées à de grands défis. Si la certification est insuffisante, les clients européens peuvent hésiter à accepter les marchandises. Les contrats ont déjà été signés, donc un délai de livraison insuffisant pourrait présenter des risques importants. Les exigences de traçabilité de l'UE pour le bois brut exigent des informations géographiques spécifiques. Le bois doit inclure l'emplacement précis de sa source, ce qui permet à l'UE de vérifier si la zone récoltée est certifiée FSC ou est impliquée dans la déforestation ou la dégradation des forêts. La chaîne d'approvisionnement en bois du Vietnam présente un défi en raison de sa complexité, impliquant de nombreux ménages et négociants de petite taille. Les mécanismes actuels d'inspection et de surveillance des transactions entre ces parties sont insuffisants. Nous avons mis en place une équipe spécialisée pour offrir des conseils dans les 3 régions, à savoir le nord, le centre et le sud du Vietnam. Dans chaque région, une entreprise pilote recevra des conseils de cette équipe pour se conformer à la réglementation de l'UE sur la déforestation, EUDR. Dans le cadre du règlement européen, la légalité de l'utilisation des terres pose un défi aux petits exploitants agricoles en raison de leurs parcelles souvent fragmentées. Pour y remédier, une base de données forestières nationale est essentielle, ainsi que des pratiques d'utilisation des terres rationalisées pour les agriculteurs. Assurer la traçabilité nécessitera la coopération des ménages forestiers et des autorités locales. Selon le département du commerce électronique du Vietnam, le secteur du commerce électronique vietnamien a constamment maintenu des taux de croissance de 20 à 25% par an. Il y a 10 ans, le marché du commerce électronique au détail au Vietnam était évalué à 2,2 milliards de dollars. Et en 2023, ce chiffre a atteint 20,5 milliards de dollars, ce qui représente 8% du total des ventes au détail de biens et des revenus des services aux consommateurs à l'échelle nationale. Sur les marchés internationaux, le commerce électronique améliore l'accès aux biens et leur livraison aux clients. Cela est encore renforcé au Vietnam grâce à la participation du pays à de nombreux accords de libre-échange bilatéraux et régionaux. Récemment, de nombreuses plateformes de commerce électronique transfrontalières ont opéré au Vietnam, mais ne sont pas enregistrées auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce. Cela représente alors de nombreux risques pour les consommateurs. Ces plateformes doivent se conformer à la réglementation, respecter les obligations fiscales et garantir la qualité des produits. Il s'agit d'une condition préalable pour garantir les droits des consommateurs
et une concurrence loyale. Même modèle de pantalon, mais les plateformes d'e-commerce étrangères les vendent à moins de 300 000 dong. Pendant ce temps, avec le coût de la location d'un magasin et du personnel, ce magasin ne peut pas proposer des réductions et des prix compétitifs. Les plateformes de commerce proposent des campagnes de rabais importants, mais elles n'ont pas à payer pour le terrain ou le personnel. Du côté des consommateurs, le prix est attractif, mais la qualité n'est pas garantie. De nombreux articles achetés sans les utiliser en raison de leur mauvaise qualité deviennent chers. Les produits vendus sur des plateformes d'e-commerce étrangères qui ne sont pas enregistrés au Vietnam sont souvent confrontés à des risques tels que des produits défectueux, des produits non retournables ou même contrefaits. Pour les produits contrefaits, de mauvaise qualité et en quantité insuffisante, il n'existe aucun mécanisme pour protéger les intérêts des acheteurs. Ces échanges peuvent être considérés comme des opérations souterraines qui ne sont pas encore gérées par le Vietnam, donc le droit de porter plainte des consommateurs ne sera pas résolu. En plus de conseiller aux consommateurs de se protéger et de ne pas effectuer de transactions via des plateformes d'e-commerce en infraction, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera d'exiger que les plateformes se conforment aux lois vietnamiennes en vigueur. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Au centre du Vietnam, des maisons flottantes résistantes aux inondations se sont récemment révélées efficaces dans les zones touchées par la tempête numéro 6. Ces maisons de conception simple et à faible coût de construction réduisent considérablement les dégâts lors des catastrophes naturelles. Tout de suite, état de lieu dans la province de Ha Tinh. Fortes pluies ont provoqué la montée du fleuve Ngan Sâu. Hồ Đức Thanh a rapidement transporté son riz et d'autres fournitures essentielles jusqu'à cette maison flottante. Nous avons eu du mal à transporter nos affaires dans des endroits éloignés et surélevés pour les mettre en sécurité. Mais maintenant, grâce aux maisons flottantes, c'est beaucoup plus pratique. Dans la zone inondable de Dien Ny, chaque famille a construit une ou deux maisons flottantes résistantes aux inondations. Les années précédentes, lorsque la saison des inondations arrivait, la famille de Hien devait faire face à des difficultés d'évacuer ses enfants alors que leurs biens étaient submergés par la montée des eaux. Maintenant, avec cette maison flottante, elle peut stocker en toute sécurité toutes ses réserves de nourriture. Depuis que nous vivons dans la maison flottante, je n'ai plus à m'inquiéter. Lorsque des catastrophes naturelles se produisent, les maisons flottantes résistantes aux inondations contribuent à réduire considérablement les dommages matériels. Nous prévoyons de continuer à encourager les résidents à les construire. La maison flottante résistante aux inondations présente une conception simple. Elle est construite à partir de bois, de métal et de barils qui lui permettent de flotter sur l'eau. Lors des récentes inondations, les résidents de la zone inondable de Hương Khê sont restés en sécurité grâce à ces structures. En raison de leur efficacité, ce modèle de maison flottante est largement adopté dans de nombreuses localités du centre du Vietnam. Le musée d'histoire militaire du Vietnam a ouvert ses nouvelles installations aux visiteurs vendredi. Situé sur l'avenue Thăng Long à Hanoï, le musée couvre une superficie de près de 390 000 mètres carrés. La cour avant abrite une impressionnante tour de la victoire de 45 mètres de haut, symbolisant l'année historique 1945 lorsque le président Ho Chi Minh a lu la déclaration d'indépendance.
Le bâtiment principal propose des expositions en plein air, tandis qu'à l'intérieur, le musée abrite plus de 150 000 objets, dont 4 trésors nationaux et de nombreux autres objets de valeur. Le musée devrait offrir une entrée gratuite jusqu'à la fin de décembre. Au cours des 10 derniers mois, Ho Chi Minh Ville a accueilli plus de 4,6 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de près de 13% par rapport à 2023, ainsi que près de 31 millions de touristes nationaux, selon le service du tourisme de la ville. Les recettes touristiques totales ont dépassé 6,1 milliards de dollars, soit une hausse de près de 12% par rapport à l'année précédente. Le service du tourisme de Ho Chi Minh Ville prévoit de renforcer sa collaboration avec les provinces régionales, de promouvoir le tourisme à Singapour et en Malaisie et de proposer des packages de promotion aux groupes internationaux pour organiser des conférences et des expositions dans la ville, en plus des activités touristiques. Voici un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. Le secrétaire général To Lâm a dirigé le 30 octobre à Hanoï la 27e réunion de la permanence du Comité national de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Depuis la 26e réunion, le Politburo, le secrétariat et le comité d'inspection centrale ont sanctionné 52 hauts fonctionnaires pour corruption et délits. Le secrétaire général To Lâm a souligné qu'il fallait créer un changement notable dans ses travaux et que la prévention et la lutte contre le gaspillage devaient être considérées au même niveau que la prévention et la lutte contre la corruption. Le secrétaire général To Lâm a accueilli le 28 octobre à Hanoï une délégation du Parti communiste français conduite par son secrétaire national Fabien Roussel. Les deux partis se sont réjouis de la récente évaluation des relations vietnamo-françaises au niveau de partenariat stratégique intégral. Fabien Roussel a exprimé son soutien à des projets communs dans des domaines variés, incluant l'économie, les infrastructures et la coopération internationale. Le président vietnamien Le Quang a accueilli le 29 octobre à Hanoï la vice-présidente exécutive du Venezuela, Delcy Rodriguez, en visite officielle au Vietnam. Le chef de l'État a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l'importance au développement de ses relations avec le Venezuela. Les deux dirigeants ont plaidé pour un approfondissement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, de l'agriculture, de l'énergie et des télécommunications. Lundi 28 octobre, à Abu Dhabi, le Premier ministre Phạm Minh Chính a effectué une visite officielle aux Émirats arabes unis. Il a eu un entretien avec le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed Ben Yahad Al Nahyan. Lors des discussions, les deux dirigeants ont convenu de faire évaluer leurs relations bilatérales au niveau de partenariat intégral. Actuellement, les Émirats arabes unis sont le principal partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a aussi effectué une visite de travail en Arabie Saoudite. Lors de son entretien avec le prince héritier et Premier ministre d'Arabie Saoudite, les deux parties ont convenu de faire de l'Arabie Saoudite l'un des principaux investisseurs au Vietnam et d'atteindre une valeur d'échanges commerciaux bilatéraux de plus de 10 milliards de dollars d'ici 2030. Toujours à Riyad, le Premier ministre vietnamien a prononcé un discours à la 8e conférence sur l'initiative d'investissement pour l'avenir. Il a appelé aux investissements étrangers pour le développement dans la science et la technologie, la transformation numérique, la transition verte et l'adaptation au changement climatique. Le chef du gouvernement a terminé sa tournée au Moyen-Orient par une visite officielle au Qatar. Il a eu un entretien avec son homologue qatari, lors duquel
Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs stratégiques. Suite à leur entretien, les deux premiers ministres ont assisté à la signature des accords de coopération importants dans plusieurs domaines. Dans le cadre de la 8e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale, du 29 au 31 octobre, les députés ont discuté de plusieurs projets de loi importants, dont le projet de loi amendé sur la planification, sur les investissements et sur l'investissement public. Ils ont aussi débattu en séance plénière des amendements à la loi sur l'assurance maladie et des modifications à apporter à la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée. Une session plénière sur le marché immobilier et le développement du logement social entre 2015 et 2023 a aussi été organisée le 28 octobre afin d'évaluer les politiques en place et de déterminer de nouvelles orientations pour répondre aux besoins croissants en logement abordable. Une équipe de Vietin, groupe d'industrie et de télécommunications de l'armée vietnamienne, vient de remporter le concours POW 2024 qui s'est tenu en Irlande. C'est l'un des concours les plus importants de cybersécurité au monde. C'est la deuxième année consécutive que Vietin réalise cet exploit. Le typhon Chami combiné à un vent froid a causé de fortes pluies au centre du Vietnam comme Quang Binh, Quang Tri, Hà Tĩnh et Thừa Thiên Huế. Cette sixième tempête a causé des dégâts pour ces provinces centrales. À Quang Binh et Quang Tri, de nombreuses zones sont encore submergées par l'eau. Dans ces localités, près de 33 000 maisons et plus de 200 écoles ont été inondées et de nombreuses routes sont toujours coupées. Les autorités locales, assistées par l'armée, s'efforcent de réparer les dommages afin d'aider les populations à reprendre leur cours de vie. En plus de sa beauté qui fascine les visiteurs, l'ancienne ville de Hoi An est également réputée pour plusieurs formes d'art traditionnel, dont la sculpture sur bois. Dans l'espoir de préserver et de valoriser ce trésor culturel, un jeune artiste de Hoi An a donné un nouveau souffle à cet art. Ces sculptures peu ordinaires sont appréciées non seulement au Vietnam, mais aussi dans le monde. Nous le rencontrons sans plus tarder dans notre chapitre Vietnam, terre d'accueil. Dans un atelier silencieux, le son régulier d'un ciseau résonne sur le bois. Au milieu de la tranquillité se dresse un personnage calme et concentré. Il a tracé son propre chemin, au sens propre comme au sens abstrait, dans le monde de la sculpture sur bois. J'ai d'abord passé l'examen d'entrée à l'Université des Arts de Hue. Cependant, après avoir étudié pendant un certain temps, j'ai réalisé que je voulais retourner dans ma ville natale et apprendre le métier de ma famille. Je pense que, pendant ces 4 à 5 années d'université, il est essentiel de se concentrer sur l'acquisition d'une compétence que j'apprécie vraiment et qui me convient. Mon père a été le pionnier de la sculpture dans cette région, il a ensuite encadré les habitants et a contribué à développer l'art de la sculpture dans notre village. Contrairement à beaucoup de ses pairs qui ont suivi des chemins plus conventionnels, Duy a choisi de suivre une voie différente qui mêlerait tradition et modernité, en transformant sa passion pour la sculpture sur bois en une sensation mondiale. Il a lancé sa chaîne YouTube intitulée Wood Art Vietnam, avec un objectif simple, partager son art avec un public plus large. De manière inattendue, sa chaîne a commencé à attirer l'attention après qu'une de ses vidéos YouTube, dans laquelle il sculptait une statue du personnage emblématique du manga Goku de Dragon Ball, a recueilli des millions de vues. Depuis lors, Duy a sculpté de nombreux autres personnages emblématiques, chaque figure mettant en valeur sa capacité à fusionner les mondes de la sculpture sur bois traditionnelle vietnamienne et de la sculpture pop mondiale. Sa chaîne est devenue une plateforme de présentation de l'art traditionnel et de connexion avec les fans et les amateurs d'art du monde entier, leur permettant d'être témoins du processus créatif derrière chaque chef-d'œuvre. Lorsque je commence un projet, je dois d'abord imaginer à quoi il ressemblera en 3D ou même en 4D, en tenant compte de la manière de donner vie au personnage. Je me concentre sur la capture de l'essence du personnage.
La complexité du modèle et la taille de chaque statue jouent un rôle important dans le processus. S'il s'agit d'un design plus simple, cela peut ne prendre que quelques jours. Le parcours remarquable de Zui Chen ne s'arrête pas à attirer des millions d'abonnés sur YouTube. Son talent de sculpteur sur bois lui a valu une reconnaissance au Bhoutan, où il a été invité à enseigner à de jeunes artisans en 2022. Ce qui a commencé comme un artisanat local dans son petit village est devenu un mouvement international, reliant les cultures, les idées et les générations à travers l'art intemporel de la sculpture. Honnêtement, je n'ai jamais eu l'intention de choisir un autre chemin, je préfère simplement rester en contact avec mes racines. Dans ce quartier, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Notre génération a grandi d'une manière différente. Nous adorions des histoires comme les aventures du Grillon. Mais pour la génération de Dui, ce sont des personnages comme Son Goku et Luffy, ainsi que d'autres, qui ont ouvert leur esprit et les fait entrer dans un monde bien plus vaste. C'est pourquoi Dui veut adopter la technologie et partager des produits traditionnels avec un public mondial. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir un fils qui a choisi sa propre voie, en poursuivant sa passion plutôt que de simplement remplir un sens du devoir. Zui a élargi son parcours artistique en ouvrant des ateliers pour les touristes, leur offrant l'occasion unique d'apprendre par eux-mêmes l'art complexe de la sculpture sur bois. Organisées dans son atelier près de Hoi An, ces sessions invitent les visiteurs du monde entier à s'immerger dans la riche tradition de la sculpture sur bois du Vietnam, tout en découvrant la version moderne de cet artisanat par Zui. Ma plus grande joie est de savoir que les gens apprécient cet artisanat. Lorsque les visiteurs viennent à Hua et à Da Nang, ils se souviennent de moi et visitent mon atelier pour voir mes créations et me rencontrer. Cela me procure un immense bonheur. Avec des centaines d'heures investies dans chaque projet, le dévouement de Zui transparaît dans chaque détail. Du mouvement fluide capturé dans la pose d'un personnage aux plus petites nuances de l'expression faciale. Grâce à ses œuvres, Zui a construit un pont entre l'art de la sculpture sur bois du Vietnam et le monde vibrant et dynamique de l'anime, de la culture pop, captivant les fans et les amateurs d'art vietnamiens et internationaux. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.